Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce nouveau podcast de l'association des membres HCFR. Ce podcast aujourd'hui donc va être consacré à quelque chose qui sera présenté le dimanche matin lors du PAVS 2023, donc le dimanche 22 octobre. Et ce quelque chose, c'est comment dire, c'est un thème sur les nouvelles corrections acoustiques actives dont nous allons ici aujourd'hui explorer les tenants et aboutissants au travers de l'implantation du Dirac-Art par la très belle entreprise française qu'est Storm Audio. Voilà. Donc, je vous propose qu'on fasse un tour de table et que chacun se présente. On va commencer par nos invités de Storm Audio on va commencer par Olivier. Olivier, quelle est ta fonction chez Storm Audio? Bonsoir à tous, je suis Olivier Tumrel et donc je suis le dirigeant de Storm Audio depuis 2018. Eh bien, merci Olivier. Sébastien, Oui, bonsoir à vous. Alors, Sébastien Gaëton, je suis directeur produit et support chez Storm Audio et dans la société depuis maintenant à peu près 10 ans. eh bien, on va continuer par Jeff. Bonsoir à tous. Moi, c'est Jeff Jacot. Je suis votre secrétaire général de l'association des membres HCFR. Eh bien, merci Jeff. Dominique. Bonsoir à tous, Dominique sur le forum, administrateur du forum HC. Eh bien, merci Dominique. Frédéric. Bonsoir à tous, Frédéric, alias Coco68, Staffum Cinéma sur forum HCFR. Merci Fred. Et moi, je perçois 30 secondes que je n'ai pas présenté David et je te prie d'excuser cet oubli, David. Souci, je pensais que tu voulais me présenter plus tard, du coup. Non, Oui, non, non, Le David, meilleur pour vas-y. la fin. Exactement. oui, donc moi je suis Davros sur le forum. Je suis utilisateur de Storm depuis quelques mois et j'ai participé au compte-rendu où j'ai eu la chance de jouer avec Direct Art donc on en reparlera à la fin de mon retour d'expérience. Merci David. Moi-même, donc je suis Hugo S et j'ai l'immense honneur d'être le président de l'association des membres HCFR. Eh bien, ce que je vous propose, et sans plus tarder, Sébastien, je vais te passer la main pour que tu nous fasses un petit topo sur ce qu'est le Diracart, son implantation au niveau de Storm Audio, qu'est-ce qu'on peut en attendre et tout ce qui va bien. Voilà, à toi la parole. Donc, on va faire un petit tour d'horizon. L'idée, ça va être en effet de reparcourir un peu l'historique d'Irak Art rapidement pour bien comprendre un peu d'où vient tout ce choix de partir sur de la correction active. Je voudrais juste rappeler quelques fondamentaux. On utilise donc tous des enceintes dans nos systèmes de reproduction et elles sont toutes conçues en fait pour fonctionner. Au niveau de la conception, elles sont faites pour fonctionner dans un endroit où il n'y a pas de réflexion. Donc on est dans une chambre anéchoïque et qui va avoir comme problématique dès lors qu'on va jouer une enceinte dans une pièce, le fait que les murs vont participer et tout ce qui va être dans la pièce. Et ça va générer pas mal de problématiques que sont les sons liés au son direct, la différence entre son direct et son réfléchi. Donc, en fonction des fréquences, on va avoir des excitations des modes des pièces, donc des résonances. Donc là, on est surtout sur les basses fréquences. Mais il va y avoir d'autres phénomènes qui vont se passer, des interférences et le problème de la réverbération. Et tout ça, c'est simplement lié au fait uniquement de positionner ces enceintes dans une pièce. On a d'autres problématiques qui se passent, et le fait d'avoir donc des ondes directes et des ondes réfléchies, on va se retrouver avec un son qui au final peut être complètement détimbré, dénaturé. Et ça va avoir comme impact dans la perception sonore, un manque de clarté de l'image sonore, un grave qui va pas être net, qui va être traînant.
Ça, ce sont les problématiques liées à la pièce, liées globalement à la reproduction sonore. Donc, quand on fait une intégration d'un système home cinéma, donc d'une reproduction sonore, on va chercher à apporter des solutions à ces problématiques. Alors, il y a, on va dire, plusieurs étapes à couvrir si on veut le faire correctement. La première des choses, c'est qu'il y a des possibilités aujourd'hui de pouvoir modéliser sa pièce. Alors, quand on n'a pas une pièce trop tordue, on arrive à comprendre le fonctionnement en termes modal et du coup, de pouvoir jouer sur le positionnement des caissons pour limiter l'excitation des modes et à avoir un comportement dans le graphe déjà un petit peu optimisé. Donc là, on va aussi pouvoir utiliser plusieurs caissons. Et ça, c'est une première approche de solution pour améliorer les problématiques qu'on va trouver principalement là dans le graphe. Après, on va chercher à améliorer la réponse. Et donc là, on va jouer sur ce qu'on appelle donc le temps de descente, le RDT, le temps de réverbération. Et pour ça, on va utiliser différents types d'absorption et de diffusion, donc des matériaux différents qui vont à la fois parfois absorber, parfois réfléchir le son, mais de façon anarchique, pour aller casser les réflexions, on va dire, parasites et les phénomènes qui vont être résonants. Et ça, l'objectif étant de contrôler le temps de réverbération de la salle à un niveau qui fait qu'on a une écoute qui est agréable. Donc en gros, aujourd'hui, on estime qu'entre 0,3 et 0,5 secondes de temps de réverbération, c'est très satisfaisant à l'écoute. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire de manière très passive avec des matériaux. Et une fois qu'on a fait tout ça, on a déjà bien travaillé, on va venir apporter la touche finale qui va être vraiment l'alignement temporel de tout le système, donc à travers la calibration et l'égalisation. Donc ça, c'est, je dirais, les solutions qu'on apporte dans un premier temps. En termes de calibration, il y a énormément d'outils. On peut le faire de manière manuelle, on peut le faire de manière automatisée avec des outils comme Odyssey, etc. Nous, chez Storm Audio, on est partenaire et intégrateur de Dirac Live depuis maintenant un bon moment. Le choix de Dirac a été assez simple par rapport à la qualité apportée de la calibration. Dirac Live existe en 3 niveaux aujourd'hui. C'est important de rappeler un petit peu l'évolution. Depuis le début, donc, il s'agit en gros de ce qu'on appelle le room correction. Donc, le Dirac Live Room Correction, lui, va travailler sur la mesure enceinte par enceinte et va apporter une correction sur la réponse impulsionnelle pour avoir un meilleur alignement au niveau du pulse et aussi contrôler la réponse moyenne en fréquence. Donc, le premier apport qui a amené le Dirac Live Room Correction, qui reste aujourd'hui la base de la calibration sur la partie haute des fréquences, permet donc un meilleur contrôle de la réponse moyenne, un alignement temporel et en phase parfait, enfin, en tout cas, considérablement amélioré par rapport à la réponse normale de l'enceinte dans la salle. Simplement, comme on gère enceinte par enceinte et caisson par caisson avec Dirac Live, on n'est pas dans la possibilité de gérer les problèmes de mode et de résonance de pièces. Résultat, on va avoir un grave qui va avoir une reproduction qui va varier très fortement d'un endroit à l'autre de la salle. Donc, si vous avez plusieurs sièges, chaque siège va avoir une expérience du grave différente. Et enfin, il n'y a pas du tout de contrôle de la notion de réverbération. On a une belle amélioration en termes de clarté d'image, mais dans la partie basse du spectre, c'est assez flou et doit être géré manuellement en amont par l'intégrateur, par le calibrateur. Est arrivé quelques années plus tard, donc on est en 2021, en gros, le bass control, on rajoute la gestion de caisson, où là on va pouvoir, en utilisant des filtres passe-tout, donc c'était des filtres déphaseurs, on va pouvoir aligner temporellement les caissons de manière à ce que, au niveau des modes, ils sont complètement écartés de la zone d'écoute. Donc on se retrouve avec une réponse beaucoup plus homogène du grave dans la pièce. Simplement, le bass control, lui, n'adresse toujours pas les problèmes de réflexion longue, enfin des temps de réverbération longs. Donc on va se retrouver toujours avec un phénomène un peu de traînage et quelques résonances. Donc là, on est avec le bass control, on a permis d'optimiser réellement la gestion du grave dans la pièce, et ça a été vraiment une étape cruciale, mais ça reste encore assez limité d'un point de vue contrôle du temps de descente. Et c'est là qu'intervient le Active Room Treatment, donc, qu'on a lancé donc, en début d'année, et ça fait maintenant en fait un an, un peu plus d'1 an qu'on travaille avec Dirac sur le sujet.
Avec Art, on a la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans le traitement, puisqu'on a cette fois-ci vraiment un bien meilleur contrôle des résonances et des modes de pièces. La variation d'un siège à l'autre est extrêmement limitée. Ça va même au-delà du siège dans tous les essais qu'on a fait dans les différentes salles dans lesquelles on a pu aller. Même si vous vous mettiez, je dirais, limite contre le mur sur un côté, là où il n'y a pas eu de mesure, on a cette sensation quand même d'avoir un grave qui reste propre et parfaitement contrôlé. Et un des effets très positifs de l'Active Room Treatment, c'est de réduire considérablement le traînage, de jouer sur le temps de réverbération. Et globalement, on se retrouve avec une reproduction sonore du grave qui est beaucoup plus impactante, précise et définie, avec une amélioration, un élargissement, je dirais, de la scène sonore. Ce qu'on a vu aussi, et ça c'est un peu un élément, je le mets en négatif parce que c'est intéressant, c'est que Art apporte tellement de possibilités de contrôler, je dirais, les réflexions dans la salle et donc le temps de réverbération qu'on peut arriver sur un son qui est un peu trop sec. Et là, du coup, il y a des façons d'utiliser les réglages pour améliorer cet effet-là. On va en parler un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Bon, voilà en tout cas l'évolution aujourd'hui de Dirac Live avec Active Room Treatment. En termes de fonctionnement, quand on a une enceinte qui excite un signal dans la pièce, on va avoir les réflexions qui vont venir parasiter le signal. Lorsqu'on va activer l'Active Room Treatment, on va avoir un phénomène de compensation des réflexions qui font que la perception de l'énergie qu'on perçoit sur le point d'écoute, en fait, se retrouve principalement l'énergie du son direct. Alors, comment ça fonctionne? En fait, le Dirac Art, l'Active Room Treatment, fait appel à la notion donc en effet de correction active de la pièce, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser une seule enceinte et des éléments passifs dans la pièce, on va utiliser la capacité de chaque enceinte à venir apporter une compensation des problèmes que crée la reproduction. Donc, ce qu'on a vu au début, hein, vous avez des problèmes de réflexion, donc des signaux qui se retrouvent reproduits mais de manière décalée. Et c'est l'effet rouge qu'on voit ici dans la petite animation, bah, c'est cette recombinaison entre le signal direct et les signaux réfléchis qui font qu'on va avoir une perturbation de la perception. Le fait d'ajouter les autres enceintes qu'on va qualifier de support, avec l'Active Room Treatment, dans l'algorithme, en gros, pendant la mesure, ils sont capables, chez Dirac, en gros, en utilisant la réponse impulsionnelle, de séparer, on va dire, l'énergie qui est liée au son direct de l'énergie qui est liée plutôt aux réflexions dans la pièce. On va utiliser cette énergie réfléchie et on va l'exploiter de manière, on va dire un peu schématiquement, négative dans les enceintes support. Et c'est ce qui va faire qu'elles vont venir annuler l'effet de la réflexion dans les murs. Alors, c'est fait de manière moyenne et statistique, mais globalement, ça permet en exploitant quelques enceintes ou toutes les enceintes de la pièce. Alors, quand je dis enceinte, j'entends aussi caisson. On va pouvoir compenser les enceintes. Et chaque enceinte se retrouve de cette manière corrigée. Et c'est ce qui est à la base donc de l'Active Room Treatment. C'est-à-dire qu'en gros, on utilise enfin, bon, quand on a un client qui fait une salle home cinéma, on en a beaucoup parlé, bon, il y a des mix qui ne vont pas forcément utiliser toutes les enceintes. Bah là, en fait, avec Active Room Treatment, vous allez vraiment pouvoir bénéficier de l'exploitation maximale de votre système, puisque il y a la possibilité d'utiliser chaque enceinte comme un support. Alors, on peut les utiliser ou pas, c'est réglable dans l'outil. L'intérêt, c'est que plus on a d'enceintes de support, plus on va contrôler, mais du coup, on peut jouer sur ce contrôle. Le nombre d'enceintes support dépend un peu de la puissance du processeur. Donc, chez Storm, ça varie un petit peu en fonction du modèle. On en parlera un petit peu à la fin. Mais globalement, il y a suffisamment, dans tous les cas, suffisamment d'enceintes support pour venir nettoyer la réponse et avoir quelque chose de très propre. Alors, ce que j'ai pas indiqué, mais c'est vrai que je suis parti du principe que c'était déjà connu par rapport aux autres présentations, mais il y a des graphes qui sont visibles sur les pages qu'on a vues jusque-là et qui sont résumés ici. Il s'agit de ce qu'on appelle du waterfall, le diagramme de waterfall. Il représente la réponse en fréquence. Donc, dans le fond, on va avoir le T à T0. Et plus on s'avance, on va avoir en fait, dans le temps, comment le son se reproduit. C'est-à-dire, en gros, comment il s'éteint dans le temps. C'est pour ça qu'on va avoir dans les basses fréquences, donc dans la partie, si vous voyez ma flèche, dans cette partie-là, on s'aperçoit qu'il y a énormément de traînage, donc c'est-à-dire que le grave, bah, il reste longtemps dans la pièce.
et on aperçoit ici aussi les différentes résonances. Donc ça, c'est un diagramme qui est très intéressant parce qu'on voit vraiment que le graphe pose problème. Et on s'aperçoit donc dans une pièce non corrigée et jusqu'à la salle où on est avec l'Active Room Treatment, on a ici un contrôle qui est assez impressionnant, c'est-à-dire qu'on a un temps de descente qui est très rapide. En gros, on est à 0,2 secondes ici et on n'a plus du tout de résonance. Donc ça, c'est très intéressant. Ce qu'il faut bien retenir d'Active Room Treatment, c'est que c'est un support à la correction, ou plutôt au traitement de la pièce, puisqu'il n'interagit qu'en dessous de 150 Hz. Mais il va pouvoir remplacer de manière très efficace les traitements passifs qu'on pourrait utiliser pour faire un bon contrôle du grave, mais qui sont soit très volumineux, si on parle d'absorption, ou compliqués à définir, si on parle de résonateur d'Helmholtz. Donc c'est vraiment très intéressant. Et là, tout ce travail, il est fait uniquement sur la base de l'analyse de la réponse impulsionnelle et de son optimisation. Et le contrôle du temps de réverbération en découle. Euh, Comment ça se traduit d'un point de vue outil? On va complètement oublier la notion traditionnelle de réglage du bass management à une certaine fréquence. En fait, on va définir la notion de capacité d'une enceinte à interagir. Donc, on va tout simplement, dans l'outil, indiquer les paramètres du fabricant de l'enceinte, en l'occurrence, quelle est la capacité de jouer dans les basses fréquences, c'est-à-dire quelle est la fréquence la plus basse. On va se donner un petit peu de marge, et ça va définir la gamme de fréquences de support possible d'une enceinte. Donc, n'importe quelle enceinte, à partir du moment où elle reproduit quelque chose en dessous de 150 Hz, est utile dans la correction active qu'utilise Dirac. Donc on va définir le réglage pour chaque enceinte. On va avoir une fréquence max de support qu'en général on va laisser à 150 Hz, mais en fonction des enceintes, on peut la diminuer. Si par exemple on a un caisson qui est très proche de nous, ou une enceinte qui est très proche de nous, on n'a peut-être pas envie d'avoir, ou on ne veut pas prendre le risque de l'entendre, donc on peut descendre de fréquence de support. Tout ça, je dirais que c'est en fonction d'expérience et de comment la salle est faite. Pour le reste, l'outil reste assez proche de ce qui était fait avant. Une fois qu'on a réglé, je dirais, les paramètres de chacune des enceintes, on va aller définir le support pour chaque groupe et au final, la courbe cible attendue, c'est-à-dire en gros la couleur sonore que vous voulez donner à votre reproduction. En termes d'implémentation et de constats qu'on a pu avoir donc, tout au long de cette année qu'on vient de passer, puisqu'on pourrait parler d'un anniversaire, le gros intérêt qu'on a pu voir, c'est que vraiment, l'Active Room Treatment a été vraiment perçu comme une révolution dans toutes les salles dans lesquelles ça a été installé. D'abord parce que ce qui est très intéressant avec ce système, c'est qu'il ne nécessite pas d'ajouter ou de modifier son installation. Il vient exploiter au mieux ce qui est déjà présent. C'est-à-dire qu'en gros, n'importe qui demain, enfin nos clients mettent à jour leur processeur avec le bon soft et la licence Dirac, vont avoir la possibilité de transformer la reproduction sonore de leur système sans changer quoi que ce soit, même en réutilisant le projet de mesure qui avait déjà été fait. On va exploiter au mieux le système. On oublie la notion de bass management, c'est-à-dire que chaque enceinte peut reproduire un peu du grave aussi, dans sa mesure possible. Et le gros intérêt aussi, c'est qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un caisson. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer un système où il n'y a que des enceintes capables de jouer du grave, et là, Dirac saura reproduire le grave de manière parfaite dans l'ensemble du système. Euh, je l'indiquais tout à l'heure, on va reproduire le son tel qu'il doit être, c'est-à-dire qu'on va limiter au maximum les réverbérations, donc on va avoir un son qui est très propre, qui reproduit vraiment tel qu'il a été mixé, et on contrôle au maximum les réflexions et les résonances. Et là, pour le coup, c'est ce que j'indiquais, bah, on fait mieux avec moins. C'est-à-dire qu'on peut faire soit sans caisson, soit bah, on reste avec notre système où on peut avoir 2 ou 4 caissons. On peut faire avec plus, et là, c'est vraiment très intéressant. Par exemple, ce qu'on a fait au IN Show, on avait en tout 7 caissons, 2 qui étaient en frontaux, qui fonctionnaient en tandem, et 5 autres caissons qui étaient là en compensation, ce qui était vraiment assez impressionnant. Et le dernier point qui est très utile, c'est que dans un système où, par exemple, on n'a que 2 canaux, hein, gauche-droite, large bande, eh bien pareil, Dirac peut fonctionner, c'est-à-dire que l'enceinte de gauche va supporter l'enceinte de droite et réciproquement. Donc ça, c'est la flexibilité, c'est ce qui est vraiment révolutionnaire dans l'Active Room Treatment. Là, je vais te laisser, Olivier, faire un peu le point sur l'offre Storm. Ouais, donc cette fonctionnalité de Dirac, l'Active Room Treatment, aujourd'hui, c'est unique à Storm Audio. On a été les premiers à l'implémenter en exclusivité et aujourd'hui, on a une exclusivité jusqu'à octobre.
On va en parler juste après. Aujourd'hui, c'est intégré à tous nos produits. Donc, en sortie de la boîte, vous avez directement la licence intégrée. Le total des licences, quand vous allez sur le site de Dirac, en gros, ça équivaut en gros à 1000 $ de licence. Hein, le Dirac Live Root Correction, Bass Control et Active Wound Treatment. Si tu continues à passer là, Sébastien. Euh, les clients qui ont acheté un produit chez nous avant le 1er janvier 2023, leur produit est compatible. Donc, on a fait une mise à jour des produits où tous les produits de notre gamme, depuis le lancement de la plateforme, donc en 2017, sont compatibles. Il faut juste acheter une licence sur le portail de Dirac qui coûte 299 $. Aujourd'hui, et ça c'est intéressant, on a environ 10% de nos produits vendus qui ont été mis à jour, où les clients ont acheté une licence. Et il faut se rendre compte que c'est énorme parce que nos clients, c'est d'abord des intégrateurs, c'est d'abord des clients B2B qui font des intégrations chez les gens. À l'international, c'est d'abord ça, hein, nos installations. Et en fait, c'est assez rare que l'intégrateur retourne chez le client pour aller faire une mise à jour. Mais grâce à Dirac Art, la valeur ajoutée était telle que en fait, ça a donné l'occasion à un certain nombre d'intégrateurs de retourner dans ces salles-là pour refaire une calibration. Donc ça, c'est super intéressant pour ces clients-là. L'exclusivité, elle est jusqu'à octobre 2023. Alors, on est le 27 septembre quand on enregistre aujourd'hui. Donc, quand ce podcast sera diffusé, l'exclusivité sera tombée. Mais aujourd'hui, personne a en gros une offre qui va être annoncée là dans les prochains jours. Et d'après les informations qu'on a, ça n'arrivera pas avant début 2024. Voilà. Pour l'instant, on est assez confiant sur le fait qu'on est les seuls à avoir cette fonctionnalité-là. Ce qui conclut notre Bien, présentation. eh bien, Sébastien et Olivier, merci beaucoup. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse un petit tour de table, puisque ce podcast, cette interview, donc, est faite quelques jours après la publication d'un test et compte-rendu d'utilisateur du Diracart au sein des processeurs Storm Audio. Alors, on va commencer par Dominique, donc, qui était responsable de la coordination du test du Storm Audio ISP Elite Mark 3. Est-ce que tu peux donc nous faire un petit historique de ton contexte d'utilisation, comment s'est faite la calibration et puis les ressentis lors de ce test? Oui, alors effectivement, j'ai eu l'honneur et la chance de pouvoir tester l'Iracart sur le l'ISP Elite MK3. Alors j'avais déjà eu l'occasion de tester l'ISP Elite MK2 et le Core 16, avec à chaque fois des évolutions. Donc, c'est bien de se savoir, c'est que les anciens appareils sont toujours mis à jour avec les dernières fonctionnalités. Donc ça, c'est quand même un gros bonus. Et avec l'ajout de nouvelles fonctions avec le temps. Donc ça, c'est vraiment bon à prendre. Il y a un vrai suivi. Donc l'ISP Elite MK3 a été ramené par Sébastien en personne, qui est venu me faire la configuration et la calibration pour moi. Donc, j'ai pu mettre en pratique les trucs et astuces qu'il avait déjà développés dans les différents podcasts, que j'ai pas besoin de les réécouter. Donc ça, c'était très sympa à lui. Donc voilà, donc alors, ça a été mis en place sur un système, enfin deux systèmes, parce que maintenant on peut utiliser plusieurs systèmes en parallèle sur les produits Storm Audio. Donc il y avait un système plutôt Wi-Fi en 5.1, servi pour la stéréo et pour la musique en multicanal. Et un second système plutôt home cinéma avec 9 enceintes basses et 3 caissons. Donc voilà, donc Sébastien a eu la gentillesse de calibrer les deux systèmes de façon indépendante, donc 2 fois plus de temps.
Alors effectivement, on a vu, comme dans la présentation qui a été refaite aujourd'hui, l'annonce que c'était révolutionnaire, qu'on n'avait jamais entendu ça. Et bon, ce qui est assez souvent le cas quand il y a une nouvelle innovation qui arrive. Mais bon, en général, il faut toujours tempérer un petit peu. Là, honnêtement, on reconnaît tout simplement plus son système dans un certain nombre de cas, voire de très nombreux cas. On reconnaît juste plus du tout le graphe de son système. Quand ils disent que ça supprime le traitement passif, alors j'ai pas de traitement passif chez moi, je ne pourrais pas dire que je n'ai pas pu faire le test en enlevant le traitement passif pour voir si ça sonnait pareil. Mais c'est juste que j'ai entendu des choses que je n'avais jamais entendues auparavant. Encore plus sur la musique. Et c'est là que ça a été pour moi la plus grosse surprise, c'est que c'est en matière de musique, là, on a vraiment un gap qui est phénoménal. Donc, et ça fonctionne effectivement avec les enceintes en place, quelle que soit leur qualité. J'ai les enceintes support, j'avais des enceintes support qui descendaient à 100 Hz, donc pas énorme. Il y avait quand même à chaque fois au moins un sub en support, mais voilà, on a une écoute qui est à minima pareil qu'avant, mais dans énormément de cas qui est juste un énorme niveau au-dessus, quoi. C'est toujours son système qu'on écoute, mais avec un graphe tellement plus détaillé, tellement plus riche et tellement nuancé que c'est une vraie expérience. Voilà. Eh bien, merci Dominique. Et comme rien ne vaut l'expérience, on va passer à Frédéric, qui possède un Storm Audio ISP 16 depuis un petit moment. Frédéric, est-ce que tu peux nous donner ton ressenti, le contexte de tes écoutes aujourd'hui? Quelle est l'installation, etc. À toi, Fred. Alors moi, mon installation est dans une pièce de vie en fait, qui est mon salon et qui est un petit peu chargé au fil du temps parce que je possède quatre caissons de basse, de belles colonnes focales Quanta 3 qui descendent aussi bien dans le grave avec donc une installation en 7.4.4. Et comme l'a dit Dominique, en fait, le, le- le premier gros apport, en fait, ça a été sur de la musique. Parce que je pense que souvent, quand on commence, on reçoit un nouveau système. En tout cas, moi, je commence toujours par écouter un petit peu de musique, des morceaux que je connais bien. Et je pense que la combinaison, en fait, d'une meilleure réponse globale en grave avec les enceintes support, donc avoir une courbe très très belle, très très droite dans un premier temps, en fait, ça ajoute énormément parce qu'on n'a plus ces petits creux ou ces petites bosses qui font qu'on a un petit manque de grave sur certains instruments au passage. Et combiné avec un grave qui est plus sec, en fait, ouais, on redécouvre exactement les écoutes des morceaux en fait, qu'on connaît depuis très longtemps, quoi. Et en complément de ça, je dirais même que par rapport à moi, je fais énormément d'essais, en fait, et mes courbes de grave, en fait, sont plus basses à présent avec Dirac Art en niveau qu'elles n'étaient avec Bass Control, tout en ayant une impression ou une écoute de grave qui est à la fois plus présente, donc plus forte, plus détaillée, mais donc du coup qui va aussi un petit peu moins traîner. Et ça a un autre aspect aussi, c'est que la scène sonore se retrouve modifiée en fait. C'est ce que j'ai expliqué un petit peu dans le CR ou quand on en discute en fait. C'est qu'à présent, par exemple, la ligne de basse, elle va être plus forte, plus nuancée, texturée, détaillée, un petit peu plus en avant, la grosse caisse, par exemple, un petit peu plus en arrière. Et du coup, ça va donner plus de dimension à la scène sonore en musique, quoi.
Donc c'est vrai que c'est assez étonnant en fait de redécouvrir ces morceaux. Et comme l'a dit Dominique, en fait, j'ai entendu des sons et des nuances dans le grave en fait que je n'avais jamais connu, enfin jamais entendu auparavant sur des morceaux que je connaissais parfaitement ou que j'utilise des fois même quand je vais faire des écoutes dans des installations hi-fi, chez des revendeurs ou à différents endroits ou chez des connaissances, quoi. Pour le home cinéma, en fait, ce qui arrive tout de suite à l'oreille, c'est l'impact en fait. Enfin, en tout cas chez moi, j'ai gagné énormément. Je sais pas si c'est le terme, mais j'ai des impacts en fait qui sont beaucoup plus présents, plus rapides, plus secs. Et du coup, cette sensation des fois d'avoir un petit peu peur sur des moments, sur des films qu'on connaît pas, en fait, elle arrive encore un petit peu plus souvent qu'avant, quoi. Et oui, j'avais choisi aussi donc mes quatre caissons, ce sont des REL HT 1510. Et en fait, c'est des caissons que j'ai acquis parce que à l'époque, enfin de tout ce que j'ai essayé, écouter ou posséder, c'était les caissons les plus secs, les plus rapides, les plus nuancés que j'ai eu jusqu'à maintenant. Et du coup, en fait, ils sont encore bonifiés avec Diracart, en fait. Après, ce qui se passe aussi, c'est que moi, ça fait maintenant plusieurs mois en fait que j'utilise ça. Je me souviens moins en fait à quoi ressemblait mon son avant. Et si maintenant j'essaye de vite remettre une configuration Dirac Bass Control, en fait, eh ben, ça me plaît beaucoup moins, quoi. Et mon système, en fait, ne sonne plus de la même façon. Et j'irai même plus loin, en fait. Même maintenant, si j'écoute un petit peu de la musique sur mes AirPods et ainsi de suite, en fait, je suis devenu plus difficile, en fait, sur la restitution du grave, vu qu'à présent, j'ai un grave, on va dire, plus qualitatif dans mon installation que je n'ai eu nulle part, quoi. Que ce soit mes écoutes au casque, dans ma voiture où j'ai aussi un système sonore qui est très sympa. Et en fait, c'est devenu en fait ma norme. Ce grave de très grande qualité, en fait, à présent, est devenu ma norme. Et si je vais à des endroits pour faire diverses écoutes, eh ben, souvent, je vais déceler en fait un grave qui est moins qualitatif, moins propre, moins nuancé, moins impactant. Donc, vous l'aurez compris, je suis ravi en fait de l'évolution qu'a pris mon préamplificateur Storm Audio. Et une dernière petite chose, en fait, une chose qu'on parle très peu, en fait, moi, ce qui fait aussi, je trouve, la force globale des processeurs Storm Audio, en fait, ce sont les niveaux, en fait, qui, à la mesure sur roue, en fait, sont tous exceptionnels, en fait. Si vous calez 75 dB, vous tournez, vous faites un sweep sur toutes les enceintes sont à 75 dB. Et cette chose, en fait, fait qu'à mon avis, au niveau de la bulle, de la sensation, des effets, en fait, eh ben, ça fonctionne très, très bien, quoi. Si vous avez un crash, par exemple, ça va partir de la scène frontale avant, ça va suivre, des fois monter sur les atmos avant, ça va aller surround et ça va finir derrière. Et à mon avis, enfin, jusqu'à maintenant, moi, chez moi, je n'ai jamais eu un résultat aussi probant qu'avec un Storm, quoi. Eh bien, merci Fred, sachant que Merci, Fred. je vais rajouter quelque chose par rapport au grave que j'ai entendu, que j'ai eu le privilège de pouvoir entendre chez Fred. Et à nouveau, publiquement, je te remercie pour ce que tu nous as permis de découvrir, puisque je suis venu chez Fred avec mon épouse, voilà. Sachant qu'en ce qui nous concerne, on n'utilise pas du Storm Audio, on n'utilise pas des caissons clos, et que j'ai été particulièrement impressionné. Je vais poser mes mots, euh, comment dire, par ce côté grave, sec, euh, qui descend vraiment très très bas et qui est vraiment un grave magnifique. Voilà. Eh bien, je vous propose qu'on passe à David. Est-ce que, David, tu peux nous donner ton ressenti, s'il te plaît? Ouais, je pense en plus il va être un peu différent en termes de contexte et d'approche.
Alors moi, j'ai une salle, j'ai la chance d'avoir une salle dédiée, donc c'était mon rêve depuis longtemps. Je bavais devant les salles des années laser, de celles de HTFR, et donc j'ai eu enfin la mienne. Et depuis le début, alors moi, je compose de la musique, donc il paraît que j'ai une bonne oreille musicale. Donc le projet principal, c'était l'acoustique. Donc traitement passif de la salle qui a été fait par mon intégrateur, qui a vraiment fait un bon boulot, qui m'expliquait tout ça. J'ai voulu me former aussi, parce que j'ai une formation d'ingénieur, je déteste ne pas comprendre ce qui se passe. Donc je me suis formé, et c'est compliqué l'acoustique, j'ai découvert à quel point c'était compliqué l'acoustique, j'avais sous-estimé ça en fait, et notamment les basses. Donc j'ai un système actuellement en 9.2.4, donc deux caissons, 4 Atmos, et des front wide, fabriqués par l'intégrateur, qui est un fabricant français. Donc je suis assez content d'avoir que du français, du Storm Audio. Dirac, c'est européen, on va dire, donc ça va encore. Et donc fabricant d'ensemble français. Et donc, du coup, j'avais commencé, moi, avec de l'Arkham. Parce que, comme je le disais dans mon test, je me disais, bah, c'est un algo, pourquoi Storm, qui va me coûter 3-4 fois plus cher que mon Arkham, serait-il meilleur que le Dirac de l'Arkham en question? Et donc, j'ai eu beaucoup de discussions avec mon intégrateur qui avait la chance de tester les produits. Donc, j'ai pu tester de l'un à l'autre. Moi, le premier truc qui m'a frappé, en fait, c'était vraiment la différence de Dirac en lui-même. Avant même Art, c'est vraiment, j'ai découvert vraiment. Alors, je lisais les comptes rendus, pour être honnête, je trouvais que j'étais un peu sceptique, les gens qui disaient meilleure spatialisation, j'entends plus de détails. Je me suis retrouvé à vouloir dire la même chose. Donc j'avais l'air un peu bête de me dire effectivement, j'entends des nouvelles choses que j'avais jamais entendues jusqu'à présent. Confirmé par ma chérie, on avait fait faire pas mal d'écoutes, dont des Trinov, où les Trinov, justement, j'avais entendu cette différence sur la qualité de la spatialisation et du détail. Et sur les basses, déjà, le Storm, donc moi j'ai un MK2, me donnait des basses nettement meilleures que ce que j'avais sur l'Arkham avec le bass control. Et ce que j'ai voulu pour faire justement, ce que tu disais, Fred, c'est difficile de souvenir un peu ce qui s'est passé. Pour le test, je me suis amusé à refaire 3 profils, donc Dirac Live de base, bass control, bass management. J'ai fait 17 mesures. Je me suis aperçu que mon profil avec 17 mesures était légèrement meilleur que les 9. J'ai essayé de suivre toutes les vidéos de Sébastien pour me former et suivre les bonnes pratiques et vérifier ça ensuite avec REW. Et le truc qui est plus frappant, c'est que déjà, sous REW, c'est impressionnant. C'est-à-dire que pour moi, c'était un no-brainer, comme on dit avec les Américains, de dépenser 300 $ pour avoir ce système en place. C'est-à-dire que ça fait un job tellement impressionnant de manière automatisée que faut vraiment pas se poser la question si vous avez actuellement un store mais que vous n'avez pas encore Art, c'est franchement rien, 300 $ par rapport à l'optimisation que vous allez faire de votre système. Et donc les basses, moi j'étais déjà très content et c'est en ayant mon système complet que j'ai vraiment amélioré des choses comme on le voyait dans la présentation de Sébastien, finalement. Comme tu le disais, Dominique, je crois qu'il faut se méfier du discours marketing de tout est plus beau, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu dans les slides. C'est-à-dire qu'on voit qu'au début, ça traîne les basses, le bass control améliore pas mal, et Art le fixe vraiment bien. Alors, moi, j'ai beaucoup d'enceintes, donc je serais curieux de le tester avec moins d'enceintes pour voir comment est-ce que ça se comporte. Mais là où j'étais assez déçu de mes front wide en Atmos, parce que c'est rare d'avoir des mix qui les exploitent, au moins un contrôle maintenant la correction active. Donc, j'ai l'impression que ça a utilisé tout mon système. À l'écoute, en fait, des fois, il faut un peu de temps pour noter des différences. Mais comme tu le disais, je pense, Fred, c'est difficile de revenir en arrière après. Et je pense que comme ça optimise tellement la pièce, quelque part, c'est la première fois qu'on entend correctement des basses presque. C'est-à-dire que c'est très rare d'avoir un système, les gens qui font les mix, j'imagine, ils ont des salles parfaites. Et souvent, les gens, ils se retrouvent dans des salons avec une acoustique qui est loin d'être parfaite. Donc forcément, ils n'ont aucune idée de ce que ça devrait être vraiment le son. Et je pense qu'on finit même par s'habituer à la signature sonore de sa salle. Et donc, du coup, quand on entend le vrai son, peut-être qu'on peut ne pas aimer en disant, bah oui, mais c'est comme ça que tu aurais dû l'entendre dès le début. Donc, il y a une petite phase d'accoutumance, on va dire. Et ce qui m'a marqué, alors je serais curieux de savoir les explications techniques, c'est que non seulement les basses étaient meilleures, mais ça a libéré le reste du spectre. C'est que j'ai entendu vachement plus d'informations. Alors peut-être parce que comme ça traîne pas,
je serais curieux de savoir si ça traîne tellement que ça puisse abîmer du coup le reste du signal en fait à la perception, mais ça a vraiment amélioré aussi le reste du spectre. Donc c'est un vrai bonheur au quotidien. Moi je suis très content du Storm et donc bah comme je l'ai payé avec mes propres sous, on me l'a pas prêté pour que je le teste. Je suis content de l'investissement que j'ai fait. Comme je le disais dans mon compte rendu, la différence de prix est vraiment importante avec un Arkham, mais à l'écoute on l'entend. Donc, c'est ensuite aux gens de savoir jusqu'où ils veulent aller dans la perfection quelque part, sachant qu'aucun système n'est vraiment parfait. Mais en tout cas, ça a bien aidé ma salle qui avait des résonances avec le bass control. Je pensais que je ne pouvais pas les contrôler parce que bah, on connaît les problèmes de dimension de salle, de résonance, etc. Et moi, j'ai un pic qui a été géré par Art. Et en plus, cerise sur le gâteau, ça marche sur tous les sièges de là où je suis, parce que souvent, on fait le test, je suis tout seul dans ma salle, ma chérie arrive, me force à me déplacer, ce qui est inadmissible. Et avant, bah, j'étais stressé de ne pas avoir les meilleures bases possibles. Je n'ai plus ce stress. Donc, si c'est un stress que vous avez chez vous, sachez que Direct Art peut vous aider. Et je serais très curieux de voir comment la concurrence va gérer ça, parce que comme j'ai vu la différence entre le Dirac de l'Arkham et le Dirac du Storm Audio, il y a manifestement des différences d'implémentation de la technologie, de hardware aussi, j'imagine. Je pense que ça va être difficile d'implémenter cette technologie qui doit certainement demander beaucoup de filtres en temps réel. Mais si on fait outre la technologie, c'est un vrai plaisir. Donc, merci à nos ingénieurs français d'avoir travaillé avec les ingénieurs européens pour nous faire plaisir dans nos salles. Et je ne vais plus jamais aller au cinéma, là, c'est presque sûr. Eh bien, merci beaucoup, David. Merci, David. Sébastien ou Olivier, par rapport à ce que vient juste de dire à l'instant David, est-ce que vous voulez rebondir par rapport à Moi, l'implémentation? alors, implémentation, je sais pas, on va pas rentrer dans nos secrets, mais une chose est sûre, c'est il a fait une remarque très intéressante et c'est qu'on a une habitude. En fait, l'homme, il s'adapte, hein. Et quand on écoute, en gros, les premières minutes, c'est celles qui comptent. Parce que derrière, en fait, notre cerveau, etc., commence à compenser lui-même, enfin, s'habitue, enfin bref, il y a des choses. Et ce qui se passe, c'est que dans le grave, on a finalement tous pris de très mauvaises habitudes. On a l'habitude d'un grave un peu lourd, d'un grave qui traîne, c'est limite ce que recherchent certaines personnes. Et les premiers essais qu'on a fait avec Active Room Treatment, ça s'est confirmé exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'on s'est tous regardés. On s'est dit, il y a un truc là. Et oui, parce qu'en fait, le grave est tellement impactant, enfin, il est tellement rapide finalement, qu'il en devient articulé et il ne traîne pas. Donc il s'articule sans avoir les problèmes de temps de réponse. Et ça a comme avantage, et c'est ce que soulignait David, c'est que psychoacoustiquement, oui, le fait qu'il y ait du traînage, il y a le fait que le grave soit trop présent, il y a un phénomène de masquage, qu'on le veuille ou non. Et le fait de contrôler, de rapprocher tout vers un temps de descente finalement assez uniforme, parce que là, on se retrouve avec bon, dans le grave, on n'est jamais à 0,3 secondes, hein. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que là, on a rapproché dans les fréquences autour de 60-70 Hz jusqu'à bien au-delà. Bah, on est sur un temps de descente qui est relativement homogène. Et ça, l'oreille l'aime, en fait. Ce qu'on a pu constater, c'est que ce qui dérange et ce qui crée la couleur, c'est le fait qu'en fonction de si certaines fréquences ont un temps de réponse très différent des autres fréquences, ça va s'entendre et ça va sonner pas bien. Active Room Treatment, le gros intérêt, c'est qu'il va homogénéiser tout ça et il va uniformiser le temps de réponse le mieux possible, le temps de réverbération, pardon. Et c'est ce qu'on entend. Et c'est là que du coup, en effet, on redécouvre plein de trucs. Moi, j'ai eu la même, et j'ai vécu, et c'est marrant parce que de vous écouter, c'est tout le parcours qu'on a eu, nous, depuis un an, en fait. Dans les différentes salles sur lesquelles on a expérimenté les choses, on a vécu ça et on s'est dit, waouh. La contrepartie, c'est que il peut y avoir un peu trop de sécheresse. Et pour le coup, bah, là, ça devient un petit peu, et c'est un petit peu la différence de ce que pouvait faire Dirac avant. Avant, Dirac, c'était un bouton, deux boutons, et puis c'est terminé, on exporte. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de cuisine à faire. Il y a un petit peu plus d'essais, de connaissances aussi de son système pour pouvoir obtenir quelque chose qui soit équilibré.
Voilà, pas trop contrôlé, juste assez. Maintenant, globalement, quand on suit en effet les recommandations qu'on a pu faire dans les différents webinaires, la plupart du temps, on tombe juste. Ça se passe plutôt bien et les retours sont très positifs. Mais il y a toujours moyen d'aller plus loin. Là où c'est intéressant, c'est qu'on peut vraiment expérimenter plein de choses. On a fait des systèmes qui reproduisent en gros du double base array, hein, c'est-à-dire vous mettez des subs en tandem devant, vous mettez les autres derrière en support. Bah, vous allez avoir cet effet d'onde finalement qui se propage de manière très homogène. Ce genre de choses, on peut le faire facilement en fait. C'est un peu une boîte à outils qu'on peut utiliser comme on veut, et c'est le côté sympathique avec cette définition des supports. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien. Je rappelle que notre rendez-vous va se poursuivre au-delà de cette interview et podcast lors du PAVS le dimanche 22 octobre, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne. Et donc, quelque part, on pourra continuer En effet. à explorer ce contexte-là. Jeff, toi qui as entendu le dire à carte dans un contexte totalement excentré, en l'occurrence au high-end de Munich, dans des conditions donc hors d'un contexte privé. On en a déjà parlé, mais est-ce que tu pourrais nous donner ton sentiment et rapidement pour qu'on puisse finir ce qu'on a encore à dire. Merci. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu le privilège d'assister à la démo exceptionnelle qui a eu lieu durant le IN de Munich cette année. On peut dire que Storm et ses partenaires ont fait vraiment les choses en grand pour cette démo. Donc, on était quand même dans un contexte très particulier qui se détache un petit peu de ce qui va se faire, je pense, chez des utilisateurs, en tout cas au départ. Et les témoignages de David, Fred et Dominique s'inscrivent exactement dans ce qui va se passer au début, dans la mise en œuvre de l'art. Hormis évidemment les intégrateurs qui vont faire un gros travail. Et ça peut s'apparenter à ce que j'ai pu écouter à Munich. Enfin, dans l'ensemble, dans les impressions, moi, c'était exceptionnel, hein. Ça, il y a absolument rien à dire. Mais aujourd'hui, je pense ce qui est le plus important de ce qui a été dit, c'est que d'après les témoignages de nos trois amis ici, puis qui ont été corroborés par Sébastien Olivier, il y a un avant et il y a un après l'art, avec toute une démarche technologique qui permet d'améliorer les choses, une approche qui est totalement différente et des résultats qualitatifs qui sont totalement différents. Le plus important, c'est ce que David a dit et ce qui avait été souligné par Sébastien à plusieurs reprises, c'est que cette technologie-là permet d'avoir une correction qui se constate sur plusieurs points d'écoute, ce qui jusqu'à présent était très difficile, voire impossible à faire. Et à mon avis, je pense que le gros progrès, en plus d'une maîtrise du grave, hein, qui va très très loin aujourd'hui, grâce à cette technologie, c'est d'avoir cette maîtrise du grave et d'autres incidences aussi acoustiques, mais sur plusieurs points d'écoute. Mhm. C'est ça, je pense, le vrai tour de force. Alors, je sais pas si c'est une conséquence ou si c'est vraiment voulu par les ingénieurs de chez Dirac, mais en tout cas, c'est ça qui fait, à mon avis, la très très grosse différence. Merci, Jeff. Et je propose de passer la parole à Olivier. Olivier, au niveau du PAVS, donc 2023, déjà on va se retrouver le dimanche matin pour justement, dans le contexte de ce qui sera proposé par l'association des membres HCFR, à savoir comment dire, un échange sur les nouvelles technologies de correction acoustique active, donc en l'occurrence le Dirac Art mis en œuvre par Storm Audio. Qu'est-ce que Storm Audio va présenter au niveau du PAVS, donc du Paris Audio Video Show, donc du 21 au 20, les samedis 21 et dimanche 22 octobre, avec une journée professionnelle accessible aux membres de l'association sur invitation spécifique, donc le lundi 23 octobre. Donc Olivier, qu'est-ce que Storm Audio prévoit
de présenter lors de cet événement Alors déjà, français. c'est la troisième année où on sera présent au PAVS à Paris. Il faut voir qu'étonnamment, le marché français, ça n'a pas été la priorité de Storm Audio ces dernières années et qu'on s'est réintéressé au marché français seulement il y a deux, trois ans. Et on est ravis de venir au PAVS parce que ça nous permet de rencontrer à la fois des clients finaux, des intégrateurs, et on est en train de construire notre réseau d'intégration et de revendeurs en France. Et c'est à travers notamment le PAVS qu'on rencontre et qu'on trouve ces gens-là. Donc, comme l'année dernière, on aura un stand statique où on va pouvoir montrer nos produits et avoir des rendez-vous avec tous ceux qui souhaitent prendre un rendez-vous avec nous pour qu'on leur présente les projets. On est en train de finaliser les démos qu'on va avoir. Il y en a une dont je peux vous parler et qui est intéressante. On a hésité, on voulait au départ faire une grosse salle de home cinéma. Vous savez que sur un salon, c'est difficile. Même si on essaiera d'en avoir une cette année, c'est toujours difficile d'avoir des résultats probants. En revanche, ce qu'on voulait faire, c'est pouvoir montrer ce qu'on sait faire, notamment avec Dirac Art. Et on va avoir en fait une démo avec Pearlyson sur un 2.1. Et justement pour montrer les avantages que peut avoir l'Active Room Treatment sur un système en stéréo. Donc, ça sera des tours des S70 en Limited Edition de Pearlyson, avec le dernier sub de Pearlyson qui a eu un ESA Award là récemment. Et on pourra faire des comparatifs euh, à la fois en 2.0, en 2.1, avec et sans Dirac Art. C'est seulement un 2.1, dans le sens où il n'y aura pas d'autres enceintes, ce qui est différent de ce qu'on avait au CES, où au CES, on avait un 5.3. Donc on avait trois subs en support, et il y avait aussi des surrounds qui venaient en support. On faisait des écoutes en stéréo, mais donc on avait plus d'enceintes en support et plus de subs en support que ce qu'on montrera là au PAVS. Et donc au PAVS, on fait ça avec France Marketing, qui est le distributeur de Pearlyson, et avec Pearlyson. Donc ça, c'est déjà ce qu'on peut dire, et il y aura sans doute d'autres choses d'ici là. Alors c'est dans quelques semaines, mais les choses s'organisent jusqu'au dernier moment. On pourra montrer, on va commencer, on lance le Fusion, qui est notre nouvelle intégrée, 20 canaux de décodeur, 16 canaux amplifiés, qui va commencer à être expédié là dans les prochains jours, et qu'on aura sur le stand pour le montrer aux clients intéressés. Mais on n'aura pas de démo active avec ce produit-là. Eh bien, Olivier, merci infiniment. Donc, je rappelle le Paris Audio Vidéo Show 2023, donc à la Porte Maillot à Paris, les samedis 21 et dimanche 22 en accès public, et spécifiquement sur invitation, donc accessible aux membres de l'association HCFR, pour le lundi 23 octobre. Vous permettez juste que je vérifie le calendrier. Non, mais je confirme, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Merci beaucoup. Voilà. Donc avant de clore cette interview dédiée à Storm Audio et l'intégration d'Iracart, on va faire un tour de table, en commençant par Sébastien. Sébastien, donc est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit? Non, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon. Je pense que la discussion qui va être ouverte le dimanche 22 va être très intéressante. Jeff? J'ai hâte d'être au PAVS, hein. C'est pour la bouffe, hein. C'est pas pour le reste. Ça doit être ça. Olivier? Rien à rajouter. Je voulais vous remercier encore une fois pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir échanger avec vous et montrer ça à tous les gens qui vous suivent sur HCFR. C'est vraiment des gens qui on est ravis d'échanger, et puis avec vous. Donc,
merci de cette opportunité. Non, Olivier, il faut pas inverser les choses. C'est nous qui sommes honorés du temps que vous nous accordez. C'est sympa. Dominique, Oui, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Hugo. C'est surtout l'association des membres HCFR et moi, encore plus personnellement, qui vous remercie pour les opportunités que vous permettez d'avoir et faire des études en détail de vos produits je, je le redis, se bonifient avec le temps et enfin, qui sont déjà excellents à la base et dont les fonctionnalités continuent de se bonifier avec le temps, ce qui est rare. Donc, merci encore. C'est sympa et c'est pas fini, Dominique. Non. On en a sous la pédale. Ah, c'est bien. David, Alors moi, je vais pousser un coup de gueule. Je suis pas du tout content contre Storm parce que je vis enfermé dans ma salle de cinéma maintenant. Donc, c'est un vrai problème. On va t'envoyer les pizzas. Moi, tu parles de... Je me permets de tutoyer, excuse-moi Olivier, mais tu parles de vous en êtes encore sous la pédale. Je serais très curieux de voir la suite de Dirac Art, puisqu'on a vu que Dirac avait évolué au fur et à mesure du temps. Ouais. On en a parlé un petit peu ça reste un peu flou. Alors moi, je suis pas un acousticien, mais j'ai l'impression que même pour les pros, on est au démarrage de comment bien utiliser cette nouvelle technologie. On voit qu'elle est efficace déjà en l'état, mais je serais très curieux de voir comment elle va évoluer parce on sent vraiment que c'est un tournant qui va être pris, je pense, par l'industrie. Ça remplace pas un traitement acoustique complet. Je pense que les gens, il faut qu'ils fassent attention. Mais ce qui est bien, ça permet d'avoir une salle de très haute qualité. Je pense même meilleure que dans la plupart des cinémas où je suis allé. Souvent, on entend ça sur les forums, mais je pense pour la première fois, c'est vrai qu'on peut avoir mieux à la maison que dans pas mal de cinémas qui font plus trop attention au son, malheureusement, dans certaines salles. Donc, ravi d'avoir cette techno et faites-nous rêver avec d'autres mises à jour. Je suis même prêt à les payer si ça reste dans cette gamme de prix. C'est noté. merci David. Frédéric, Non, je tenais aussi à remercier Storm Audio et plus particulièrement Sébastien, parce que moi au départ, j'ai été un simple testeur de ces produits pour au final en acquérir un, tellement il m'a comblé lors des essais. eh bien, merci, merci Frédéric. Et donc, je vais dire le mot de la fin. Encore une fois, Olivier, Sébastien, et puis Dominique, David, Jeff et Frédéric. Merci pour votre présence ici. On se retrouvera un certain nombre d'entre nous donc le dimanche 22 octobre au matin donc pour continuer cet échange dans le contexte de ce qui sera présenté par l'association des membres HCFR, en l'occurrence sur le thème des nouvelles technologies de correction acoustique active. On a un petit peu abordé, on a beaucoup abordé les choses ici avec des expériences en direct qui vous ont été exposées. Et puis, on vous convie et on vous invite à venir nous rejoindre pour continuer cet échange. Et encore une fois, Olivier, Sébastien, merci beaucoup du temps que vous avez accordé à notre association des membres HCFR. A stranger to excuses, burned me once or twice. I expect